Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo dans laquelle on va parler, on va avoir une approche un peu différente du jeu League of Legends, puisque on sait très bien, et pour tous les joueurs, que c'est un jeu qui est censé nous apporter du plaisir, et que parfois ça peut être à la fois une source de stress, une source de colère, une source d'épuisement. Et l'idée c'est aujourd'hui, on va traiter non pas comment améliorer son build, améliorer sa stratégie, comment carry, mais on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un joueur. On va ouvrir le capot de la machine et on va voir comment le cerveau, le mental, va traiter le tilt, la motivation, la discipline, l'exigence, pour pouvoir, et que vous ayez des clés à la fin, tout simplement pour gérer la solo queue, vous gérez si vous voulez faire de la compète ou quoi dans League of Legends, avoir des compétences mentales qui sont propres en vous inspirant de Valheim, qui lui est joueur. C'est pas un joueur qui, c'est pas un génie du jeu, mais il a réussi par son travail mental, ses compétences, à devenir un joueur qui fait partie aujourd'hui du top 1% des joueurs, qui excelle sur son champion, que vous avez peut-être déjà suivi sur Twitch, et avec qui on a travaillé ensemble pendant maintenant 2 ans, qui va vous expliquer aujourd'hui comment il a réussi à atteindre ce niveau actuel, comment il a travaillé son mental pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Du coup, ce qui m'emmène aujourd'hui déjà maintenant à te poser comme question, Val, est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, t'as déjà fait un bon début. Bah écoute, écoutez, moi c'est Valheim. J'ai commencé LoL moi il y a 10 ans maintenant. Donc ça fait 10 ans que je joue. Et tu as dit toi-même, ouais, ça fait nous 2 ans qu'on bosse ensemble. Aujourd'hui, je fais du stream, je fais des vidéos YouTube, je fais beaucoup de pédagogie sur la top lane de manière générale et sur le jeu. Aussi sur du mental, sur des aspects qui sont autour, mais on se concentre principalement sur le jeu, ouais. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va parler et on va aborder cet épisode sur 3 piliers psychologiques qui répondent globalement aux 5 plus grosses problématiques, on va dire, que les joueurs peuvent avoir. Toi, tu fais du coaching, donc Mhm. c'est des choses que tu vois, c'est des choses aussi que toi, tu as vues. Et donc l'idée, c'est que tu nous partages aussi, toi, ta boîte à outils, les outils que tu as appris à utiliser, les outils que tu aurais peut-être aimé aussi avoir quand tu as commencé. On sait que, et tu le dis souvent ça en stream, que tu t'es fait bannir une fois du jeu. Donc peut-être que tu pourras nous parler de Oui, cette anecdote. oui, Euh, oui. donc voilà, donc l'idée c'est aujourd'hui qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez des outils en tout cas pour euh, sortir du cercle vicieux que peut être League of Legends pour créer en fait votre cercle vertueux, votre progression, votre niveau de maîtrise dans le jeu et tout simplement, quel que soit votre niveau, prendre du plaisir et surtout vous amuser. Exactement. Ok, on est parti. Est-ce Ouais. que, Val, tu peux déjà nous parler de la première thématique qui va consister à parler des motivations. On parle beaucoup de donner du sens, tu sais, c'est un truc qui revient tout le temps dans les discussions qu'on Mhm. peut avoir. Il faut que quand tu fais un truc, c'est du sens. Ok, ma question du coup, c'est pourquoi est-ce que tu joues à LoL aujourd'hui? Euh, justement, parce que j'ai trouvé un grand sens derrière LoL, ça n'a pas toujours été la même raison. La raison, elle a évolué. Au tout début, c'était parce que le jeu me plaisait bien, parce qu'il était gratuit, tout simplement. Quand j'étais petit, je cherchais un jeu gratuit parce que mes parents voulaient pas m'acheter de jeu, mais ce qui était normal, les prix, ça coûtait cher et tout. Donc j'ai trouvé jeu gratuit LoL, donc ça a été ma première raison pendant au moins 2 ans. Puis pendant, je pense, peut-être 5 ou 6 ans, ça a été devenir joueur pro. Et ensuite, maintenant, c'est juste climb la solo queue et aider les autres. Je vis cette mission de vie que j'ai d'aider les autres à travers du coup League of Legends, Ok, et tout en comment... kiffant sur le process. Ok, et du coup, ma question c'est du coup, comment t'as fait ce travail-là déjà de passer de je joue à un jeu gratuit à ça devient important pour moi. J'ai une motivation qui est un peu plus importante, voire qui est ultra importante. Et maintenant, une autre motivation qui est plutôt de jouer pour le kiff, de jouer aussi peut-être dans une forme de travail. Donc c'est plus du tout la même approche, c'est une relation qui change. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire vraiment de manière un peu avec des exemples peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer, comment tu as fait en fait pour faire évoluer ton rapport au jeu?
Bah déjà au début, moi, quand j'avais commencé le jeu, je voulais juste climb, tout simplement être meilleur. Moi au début j'avais été coincé pendant 2 ans en bronze 5. Alors pour ceux qui peut-être connaissent pas, c'est équivalent de Iron 4 aujourd'hui. Et c'est une fois que je suis monté un peu plus haut que je me suis dit, ah ben pourquoi pas en vivre, en vrai, vu le temps que j'y passe. Je me suis dit pourquoi pas en vivre, donc j'ai rejoint quelques équipes, j'ai fait 4 5 années de compétition. Et puis après, bah, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi, mais que je kiffais quand même bah, jouer la top lane, le 1v1, la bagarre, enseigner aussi derrière. Genre, je kiffais stream et tout derrière. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais faire ce qui me plaît, la solo queue, l'arène, voilà. Ce que j'aime bien dans la solo queue et dans le jeu. Et en même temps, bah, je vais stream mon aventure tout en apportant des conseils, mon expérience et tout. Et bah, c'est exactement du coup ce que je fais aujourd'hui. Ça a été les transitions. Et je dirais que la clé à chaque fois, entre chacune de ces étapes, ça a été la lucidité. Ça a été me poser, parce que quand t'es dedans, t'y penses pas, mais c'était un moment, des fois, tu sais, une fin de tournoi, où en fait, tu recules ta chaise et tu te dis, bah en fait, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai kiffé là en vrai, tu vois? Est-ce que j'ai kiffé m'entraîner chaque semaine pour, bon, tu vois, pareil, pour le fait de se dire, ok, j'ai peut-être considéré le jeu plus sérieusement, après avoir commencé. Quand du coup j'ai commencé à acquérir un bon niveau, avec le temps que je passais, avec l'investissement que je passais. Donc plein de métriques comme ça, mais vraiment le terme mère qui revient tout en haut, c'est la lucidité. Ok. Il y a un truc qui revient beaucoup, tu vois, moi j'accompagne des athlètes, c'est des athlètes Ouais, pro. Il y a un truc qui revient beaucoup, c'est la notion de plaisir. Et tu as beaucoup d'athlètes, ou en tout cas des gens qui sont confrontés à la performance, qui aiment être performants au fond d'eux, tu sais, c'est aussi un besoin pour certaines personnes d'être performants. bien Est-ce sûr. que pour toi, tu trouves que être performant, ça a été une limite au plaisir que tu as trouvé à jouer dans le jeu, à un C'est moment une très donné? bonne question. C'est une très très bonne question. Et oui, clairement, en fait, le truc avec la compétition, c'est qu'on te demande d'être performant sur plein de niveaux différents, ce qui est ok, il n'y a pas de souci, mais juste, on te demande d'être très polyvalent. Par exemple, on te demande de jouer plusieurs champions différents à très bon niveau, du coup de jouer tout le temps, donc pour jouer plusieurs champions à très bon niveau, faut faire quoi? Faut spam le jeu. Donc, plein de choses qui pour moi n'étaient pas alignées avec ce que je voulais être, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, mon plaisir, bah, aujourd'hui, je le retrouve toujours dans la performance, mais dans la performance de ce que j'aime. Donc, c'est-à-dire jouer mes champions, jouer en solo queue. Voilà, tout simplement. Donc, c'est là où moi, je retrouve mon plaisir. Et je dirais que les moments où j'avais le moins de plaisir par rapport au jeu, c'est quand je faisais 3 4 scrims par semaine. Les scrims, c'est en gros les entraînements qu'on fait le soir pour se préparer, tout simplement des matchs amicaux, quoi, tout simplement pour s'entraîner, c'est ça les scrims. Et donc, c'est là où j'avais le moins de plaisir. Parce que, bah, en fait, je loquais tous mes soirs, quasi, enfin 3 4 soirs par semaine pour ça. Ça me plaisait pas trop, j'avais pas forcément de plaisir. Tu vois, fallait jouer ça dans tel cadre et tout. Enfin, c'était pas un cadre que je voulais me mettre pour moi. Et là où j'ai le plus de plaisir, bah, c'est aujourd'hui. Simplement. Avec le stream, la solo queue, bah, exactement ce que je fais aujourd'hui, quoi. Exactement le cadre que pour le coup, moi, je décide de poser à moi-même. Et c'est là où j'ai le plus de performance d'ailleurs. J'ai jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Et là où j'ai le plus de plaisir aussi. Ok, c'est intéressant parce qu'il y a quelques temps, on avait cette discussion en parlant du cadre, que plus tu mets de cadre, plus tu as de liberté, tu vois, plus tu Ouais, es discipliné, plus ça te donne un champ des possibles qui est intéressant. Et tu as dit aussi, là, dans ta réponse, c'est pas ce que je voulais être. Et du coup, est-ce que, au final, aujourd'hui, le fait d'avoir défini et encadré LoL dans une certaine manière, ça te permet justement d'avoir notre rapport à la vie à côté, et du coup LOL n'est pas ta vie, tu vois, et du coup cette motivation elle est aussi de construire autre chose autour de League of Legends finalement. je suis totalement d'accord avec ça, justement. En fait, le meilleur cadre que j'ai pu poser aujourd'hui, c'est un cadre où il y a de l'équilibre, tout simplement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je spam beaucoup moins le jeu qu'avant. Je dois faire peut-être 3 4 games par jour, allez, des fois 5 6 grand max. Alors qu'avant, je pouvais en faire 8 10 12 16. Tu vois, et pourtant, aujourd'hui, bah, Ouais, donc c'est pas mal du tout. Donc c'est pas mal, là, je pouvais faire facilement 2000 games par saison, enfin voilà. Aujourd'hui, je suis à quoi 1000 games par saison. Et encore, toutes mes games, je les fais en stream. Et aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup plus de plaisir parce qu'en fait, j'ai équilibré. C'est-à-dire que là, j'ai LoL, mais aussi, bah, j'ai d'autres passions. Enfin, je joue à d'autres jeux. J'essaie de faire d'autres choses, en fait, tout simplement. Plein d'autres choses, d'autres activités qui balancent, en fait, mon League of Legends. C'est-à-dire que je fais pas que League of Legends. Même le coaching. Le coaching, ça me balance aussi le fait de juste jouer. Bah, j'accompagne. Donc, en fait, c'est de l'équilibre. Donc, pour moi, pour quelqu'un aujourd'hui qui spam le jeu, qui fait 8 10 12 games, tu vois, je
je comprends que ce soit compliqué pour cette personne c'est de se dire que en jouant juste peut-être 4-5 games, en réduisant en fait limite son temps de jeu sur une année de aller 50%, 60%, mais il va avoir en fait justement le triple de performance. Bah en vrai c'est exactement ça, parce que le moment moi où ma vie c'était League of Legends, bah, c'est le moment où j'ai stuck comme jamais. Quand j'étais master, j'ai été master à 14 ans en pré-saison, donc fin d'année 14-15 ans j'étais master, et je suis resté master pendant 3 ans. Et c'était pendant ces 3 ans-là où j'ai spam le jeu comme un malade. Et à partir du moment où j'ai commencé à mieux structurer mon jeu et à être beaucoup plus consciencieux en fait de bah écoute, bah, là je joue juste tant de temps et après je vais faire autre chose, etc. et tout, bah, c'est là où j'ai le plus progressé. Et aujourd'hui, c'est clairement le cas. Tu vois, j'ai mon stream, mon activité, le jeu tranquillement, d'autres jeux à côté auxquels je joue, un stream, des jeux solo, des jeux de chill, et j'ai jamais autant progressé que maintenant. Ok. Donc en fait, t'as donné du sens à jouer à LoL en faisant d'autres choses à côté. Exactement. Et du coup, un sens qui m'est propre. Comme je te disais, ma mission de vie, je sais que c'est vraiment d'aider les autres. Je le fais à travers League of Legends aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est ma performance à moi, qui compte pour moi évidemment. Bien jouer, c'est important pour moi. Donc là, j'ai balancé les deux, tout simplement. C'est pour ça que, bah, ouais, actuellement, c'est ça. Ok, Ça me va aujourd'hui. ça marche. Et du coup, ça m'emmène à... Bah, du coup, on fait cette vidéo aussi pour donner des outils, des clés Bien aux gens sûr. qui vont regarder cette vidéo-là. Est-ce que tu pourrais, toi, expliquer aussi aux gens peut-être une manière dont ils peuvent s'inspirer pour définir eux qui ils veulent être, tu vois, à la fois dans le jeu, mais aussi peut-être en dehors du jeu, tu vois, parce que on sait très bien que League of Legends aussi et les jeux vidéo peuvent être une source, entre guillemets, de fuite, de réconfort, tu vois, de certaines situations qui sont pas Mm. forcément agréables dans la vie IRL, tu vois, mais c'est pas forcément la meilleure solution de se renfermer sur le jeu, puisque du coup, en fait, c'est un peu... on a beaucoup cette notion de déresponsabilisation. Mm. C'est aussi enfin, d'irresponsabilisation, c'est une forme d'irresponsabilisation, et c'est peut-être intéressant aussi de continuer de se confronter, de continuer d'aller chercher à sortir du jeu vidéo. Tu vois, ça peut être bien de l'avoir chez soi, tu vois, pour souffler, mais aussi intéressant quand même de construire autour du jeu pour aller, bah pour se construire aussi en tant que personne. Par rapport à ça, justement, pour moi, le meilleur moyen de bien balancer sa pratique, c'est de réussir à, du coup, se tu sais, s'identifier à ses passions. En fait, revenir à ses passions. Mais ça, c'est impossible si la personne, elle est comme ça en train de jouer tous les jours et qu'elle sort pas son cadre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment que la personne, bah, elle prenne une semaine de pause par rapport à LoL, tout simplement. Une semaine. Sur son année, sur 56 semaines, bon, une semaine, on est au 54 semaines, on est ok, tu vois. Une semaine de pause et que la personne, elle prenne un texte, une page, un bloc-notes et elle note en fait toutes ses passions, tout ce qu'elle fait à côté de LoL. Donc en fait, ça peut être le sport, donc le vélo, la salle, le dessin, l'art, ça peut être n'importe quoi, tu vois, la musique, chanter, jouer de la musique, enfin peu importe, tu vois. Même jouer à des jeux solo, etc. Et en fait, à partir de ça, du coup, bah, du coup, elle va savoir du coup qu'est-ce qu'elle peut faire à côté, quelle passion elle peut développer à côté, sans que LoL du coup prenne le pas sur tout le reste. Et rien qu'avec ça, bah, au lieu de juste réduire, parce que ça peut être difficile de réduire le temps de LoL, elle va juste augmenter le temps sur les autres passions. Et en fait, ça va se rééquilibrer tout simplement. Elle aura plus ce besoin-là euh, de devoir spam le jeu parce qu'il y a que ça, et c'est un entonnoir à tout, tu vois. Il y aura d'autres choses qui vont se rajouter, enfin, je vais dire se rajouter à sa vie, mais qui en réalité sont déjà là, tu vois. Ok. Ça, c'est un truc. Ça, je prends la casquette de préparateur mental, mais du coup, pour ceux qui jouent beaucoup à LoL et qui n'ont pas forcément justement de passion, ça peut être intéressant justement Hmm. d'aller trouver aussi de la curiosité, d'aller développer votre curiosité en allant au cinéma, en allant, je sais pas, rentrer dans une asso où il y a des gens qui font, je sais pas, moi ça peut être un truc juste pour aider des gens, ça peut être un truc pour une asso d'art, prendre des cours de dessin, des cours de musique, des cours de chant, bref, tous les trucs qui peuvent être, qui peuvent vous faire sortir aussi un peu de League of Legends et d'aller vous confronter, ça va vous permettre aussi de donner du sens. Et ça, c'est aussi hyper important. C'est-à-dire que League of Legends, c'est super cool, c'est un super jeu, on peut apprendre plein de trucs, on va développer de la stratégie, ça va développer des compétences aussi cognitives que aussi humaines. Mais attention aussi à ne pas tomber dans le piège de rester derrière son ordinateur, parce qu'en fait, vous allez passer à côté de certaines choses et c'est, comment dire, ça serait dommage en fait de vous en rendre compte que plus tard. Donc autorisez-vous
à vous challenger, à aller faire des activités aussi qui sont en dehors de League of Legends. Ok, et si on parlait un petit peu justement de League of Legends et un peu de performance aussi parce que c'est intéressant, parce que là on a parlé de motivation, c'est cool. Maintenant, bah, tu streams, t'es hyper pédagogue, tu donnes de fou des conseils, c'est ultra puissant. Euh, et il y a un truc où tu parles souvent dans tes streams de plan de jeu, de pourquoi il faut avoir cette logique de quand j'arrive sur la faille, que j'arrive dans le jeu, j'ai mon mental qui soit programmé pour faire des actions que j'ai décidé qu'il allait faire. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où ça vient, cet apprentissage, voilà, tout ça, la logique qu'il y a derrière, et comment toi tu te sers de cette logique-là d'avoir un plan? En fait, moi, je suis un peu un obsessionnel par rapport à ça. J'ai besoin de tout savoir. C'est-à-dire que si je ne sais pas tout, bah, j'ai l'impression de rater quelque chose. Et je déteste en fait perdre parce que j'ai raté quelque chose. Donc, moi, ce que j'ai été amené à faire, du coup, dans League of Legends, il y a déjà longtemps, c'est que je me suis dit, au lieu de spam pour spam pour spam et récolter la connaissance comme ça, comme font d'ailleurs 90% des joueurs de LoL, hein, c'est juste en spammant les games et en regardant quelques streams et vidéos vite fait qu'ils apprennent, mais c'est via leur solo queue, via leur game qu'ils apprennent. Je me suis dit, je vais me poser un plan, un cadre en fait que je vais respecter à chaque game. Donc, par exemple, le plan lane, le plan mid-game, tu vois. Et en fait, ça va se répéter tout le temps. Parce que comme chacun le sait, bah, toutes les games de League of Legends, comme toutes les games de n'importe quel jeu quasiment, se ressemblent. Toutes les games de LoL se ressemblent. Ça fait 13 ans que le jeu... 16 ans que le jeu est là, 16 ans que toutes les games de LoL sont pareilles. C'est des lanes, il n'y a pas une lane en plus, c'est les mêmes objectifs, il y en a qui sont retirés, il y en a qui sont rajoutés, mais c'est les mêmes combats d'équipe, même Nexus qu'il faut détruire, le jeu n'a pas changé en 16 ans. Donc, je me suis dit, bah, du coup, le plan de jeu, bah, peut être le même, il peut s'adapter, des petits outillages entre les saisons, mais c'est le même plan de jeu. Et ben moi, c'est ce que j'applique du coup depuis des années maintenant. Il y a un plan mid-game, un plan early, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, quand je vais en game, ben, je sais sur quoi me concentrer. Je vais pas m'éparpiller sur en mode, ok, il y a règle numéro 1, règle numéro 2, je dois faire ça, 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 ça. Non. Je dois faire juste ça, ça et ça, c'est le plan, c'est tout. C'est le plan d'action, tu vois. Et comme ça, derrière, ça c'est l'avantage que les gens oublient, c'est que quand t'as un plan comme ça, moi ça me permet de faire ça, ben, si tu fais une erreur, t'as juste à te référer à ton plan et te dire, bah attends, qu'est-ce que j'ai pas respecté là? Ah mais oui, c'est vrai que j'ai marqué ça, j'ai pas respecté. Bon bah voilà pourquoi j'ai perdu. Parce que le plan de lane, il est là justement pour faire en sorte que si tu l'appliques en théoriquement parfaitement, t'as 10 sur 10 sur ta lane. Tu vois. Donc si tu l'appliques pas, bah, t'as juste à te référer du coup dessus parce que t'as fait une erreur, tu te réfères dessus, t'es en mode bon bah là, je sais que j'ai fait une erreur par rapport à ça, donc j'ai pas respecté mon plan de jeu sur ce point-là. Ok. Donc à la fois, ça t'aide à structurer ton jeu en game, et à la fois, ça t'aide à review derrière et à t'améliorer encore plus vite, tu vois. Que juste devoir tout review, comme beaucoup font, tu vois. Ils review du début à la fin leur game. Et là, c'est le meilleur moyen pour perdre la motivation, s'enliser, enfin vraiment. Et ne rien apprendre derrière en plus, tu vois. Au final, récupérer plein de data qui est pas forcément accurate et ne même pas savoir quoi en faire. Ouais. Tu te rappelles quand on avait parlé du stress ensemble, il y a un des facteurs du stress qui est l'imprévisibilité. Et c'est marrant Oui. parce qu'en fait, le fait de pas avoir de plan, en fait, ça te rend imprévisible face à toi-même. C'est comme si, du coup, tes actions n'avaient même pas de sens pour toi-même. En fait, je vais aller plus loin, c'est que moi, je suis assez fou dans mon gameplay. Je sais que j'ai de très bonnes mécaniques. Donc, des fois, je fais beaucoup de plays d'ego, des plays très mécaniques, des trucs comme ça. Et le plan me permet justement de me cadrer par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je vais faire un play, je suis en mode, ok, ça sort du cadre, j'en suis conscient, et je vais quand même le faire, tu vois. Et ça m'aide justement, comme tu dis, bah, à réduire cette imprévisibilité. Et du coup, de faire en sorte que bah, quand j'en sors, je sais pourquoi. Donc, même quand j'en sors, c'est limite dans le plan quand même, tu vois. C'est la permission que j'ai de sortir un peu, tu vois. Donc c'est limite, c'est une pièce, tu vois, et je sors juste pour aller dans une autre pièce dans la même maison, tu vois, qui est le cadre, tu vois ce que je veux dire, mais pas tout le temps. Je reste dans la pièce principale, mais parfois je peux en sortir. Et si j'en sors et que ça marche pas, bah, je suis en mode bon, c'est pas grave, les gars. Genre, j'ai tenté, je sais que voilà, tu vois. Voilà. C'est ça, c'est le vrai limit test d'ailleurs. C'est la vraie définition de limit test, ça, par exemple. C'est la première fois c'était notre première session de coaching, ça. Lego, ouais. Lego sur les Ouais, plays que j'ai. Ouais, moi, j'avais beaucoup ouais. de problèmes avec Lego. C'était. Euh, Et depuis que tu as changé ça, tu sais, depuis qu'on a fait cette session-là et ce travail-là, justement, d'être capable d'avoir un meilleur calcul du coût et retour sur investissement, est-ce que du coup, tu sens que déjà ton plan, il est plus stable? Bah, il est beaucoup plus stable, et surtout parce que j'avais déjà un plan avant qu'on travaille ensemble. Le problème, c'est que tout le temps, ce plan, il volait en éclats.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que, vas-y, tout le temps, je faisais des plays d'ego, tout le temps, j'y allais, tout le temps, je voulais, tu vois. Et au final, aujourd'hui, mon plan, ma maison, elle est à la fois meilleure, mon plan est meilleur, tu vois. Et à la fois, c'est beaucoup plus... bah, l'imprévisibilité, pardon, a été réduite, tu vois. Donc c'est beaucoup plus clair, moi, ce que je fais. Quand j'en sors, c'est beaucoup plus clair. Les erreurs que je fais sont beaucoup plus claires. Parce que moi, il y a un truc que je savais pas, c'est important de le dire en vrai. C'est que moi, le concept d'ego, bah, je le connaissais pas du tout. Tu vois, aujourd'hui, l'ego, c'est quoi? Aujourd'hui, l'ego, tout le monde pense que c'est juste l'orgueil, tu vois. On pense tous à l'ego avec l'orgueil, mais en vrai, t'as tellement, tellement... Enfin, toi, tu étais beaucoup mieux placé pour en parler, tu vois, évidemment. Mais t'as plein, plein, plein de formes d'ego. Et moi, je pensais pas que le problème que j'avais, que beaucoup vont se reconnaître, c'est de vouloir se battre tout le temps, etc., était un problème d'ego. J'étais juste en mode, bah non, je kiffe le jeu comme ça, en fait. Je veux me battre tout le temps, je veux tout le temps solo kill. Ah, mais non, c'est de l'ego, en vrai, tu vois. C'est pas grave, mais faut le savoir, déjà. Faut le savoir, déjà, dans un premier temps, et peut-être que c'est ça qui gêne le gameplay, d'ailleurs. Et moi aussi, par exemple, par rapport à mes coachés, j'ai ce problème souvent. Les gens qui veulent trop se battre, qui aiment trop la bagarre, je dis, bah c'est fine, mais juste, déjà, sois-en conscient que t'aimes trop la bagarre, et regarde les dérives que ça peut apporter dans ton jeu. Ouais, je comprends très bien l'approche. Tu as parlé aussi d'analyser son jeu. Ouais, Et dans l'analyse du jeu, tu as dit, bah, en fait, le fait d'avoir un plan, ça me permet de mieux savoir analyser. Et du coup, ça te permet oui, de oui, savoir où est-ce que tu as fait des erreurs. Ok, exactement, ouais. est-ce que là, tu aurais... comment dire on parlera après en ouverture justement sur le troisième thème et quand on va parler du tilt, tu vois, notamment par rapport à la gestion Mhm. émotionnelle et le fait que le plan peut te faire sortir, enfin le fait de pas respecter ton plan peut te faire sortir émotionnellement. Mais juste là, avant, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu fais typiquement juste la logique d'analyser ce que tu fais par rapport à ton plan? Tu vois, pour savoir où est-ce que tu as fait une erreur, comment tu regardes? Bah, je peux donner un exemple précis si tu veux. Typiquement, plan de lane, je sais que. On va prendre un exemple. Je sais que par exemple, je vais prendre la prio. Je vais prendre la prio dans tel match-up, dans telle lane, je vais prendre la prio. Et je sais que je dois pas me prendre ça et je dois faire ça. Eh ben, c'est tout. Ça, je sais que c'est mon plan. Maintenant, je sais que ma lane se passe mal. Du coup, après la game, je vais aller regarder pourquoi ma game s'est mal passée, tu vois. Et là, bah, je vais juste reprendre le plan que je m'étais donné en tête au début de la partie. Je vais être en mode, ok, est-ce que j'ai respecté ça? Est-ce que j'ai respecté ça? Non, 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 ben voilà, voilà pourquoi j'ai perdu. Et ça dure même pas des fois 30 secondes, une minute, et je sais exactement du coup à quoi c'est lié. C'est-à-dire que je vais pas me dire, ah mais attends, là j'ai joué ce sbire. Ah mais attends, là quand même j'ai pris un mauvais trade ici. Ah mais attends, là j'ai posé noir de mon moment. Non, en fait, tout ça on s'en fout. Ça c'est du bruit, tu vois, c'est le détail, c'est pas le 20%. Moi je me concentre sur le 80% de pourquoi j'ai perdu ma lane, c'est ça le plus important, tu vois. Et moi, dans comment j'accompagne les joueurs, j'appelle ça l'erreur mère. Tu sais, genre t'as l'erreur, et en fait t'as l'erreur mère qui est là, et qui fait découler toute la rivière des erreurs, tu vois. Et c'est ça que moi, à chaque fois, je vais identifier, et c'est grâce au plan, du coup, que je me donne, du coup, en early, mais aussi au mid-game, enfin, peu importe le plan, le moment de la game, c'est grâce à ça, du coup, que bah, j'arrive à savoir quelles sont les erreurs que je fais, ouais. Et à vite Ok, les identifier, pour pouvoir vite les fixer derrière. ouais, ça marche. Et du coup, est-ce que du coup, dans cette approche-là, tu dirais que League of Legends, c'est 99% de macro et 1% de micro? En mode, si tu gères bien et que tu as un bon plan et que tu t'arrives à rester juste dans ton plan, Hmm. exceller dans ton plan, tu vois, juste dans la stratégie, est-ce que du coup, tu vas être beaucoup plus performant déjà de base, tu vois? Je dirais plutôt 80% de macro, de décision, et 20% quand même de micro. Micro, quand je dis micro, je définis la souris, le clavier, les clics, la précision, le combo. Donc bien mettre, donc avoir une... Parce que les combos, ça a l'air facile, mais du coup, mentalement, bah, il faut réussir à bien mettre ce combo au moment, tel spell au bon moment. Ça, c'est de la micro, tu vois. Donc, je dirais 20% ouais, de micro quand même, tu vois. Et 80% de tout ce qui est prise de décision. Donc macro, attention, c'est pas que le mid-game. Macro, ça veut juste dire la réflexion du coup que t'apportes en mode dézoomé, tu vois. C'est pas vraiment tes inputs, plutôt tes outputs du coup que tu mets dans la game, donc tes clics, ton clavier, etc. C'est plus du coup la réflexion de comment je gagne ma lane, comment ça se passe, est-ce que j'ai la prio. Voilà, donc ça c'est pour la lane déjà, comment je prends la tourelle, j'ai un lead, comment je fais maintenant, le mid-game. Donc c'est toute cette réflexion que tu vas apporter. Donc c'est pour ça que moi j'étais un obsessionnel de la connaissance, parce que moi à l'époque je voulais savoir tout ça en fait, tu vois. Je voulais savoir tout ça pour pouvoir avoir un plan de jeu vraiment le plus clair possible. Le plus clair possible, c'est ce que aujourd'hui j'apporte du coup moi, dans les accompagnements. Ok, c'est hyper intéressant. Ça veut dire Mm. que... Et ça, la plupart des joueurs, ils s'en rendent pas compte, mais en fait, League Non. of Legends, c'est un jeu qui est super lent. Mm. Et du coup, qui crée aussi beaucoup d'émotions et beaucoup d'ennuis. Et
ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est quand le cerveau il s'ennuie, généralement il s'ennuie quand il y a du vide, et donc quand il y a du vide, bah, il a tendance à vouloir remplir. Et si vous remplissez le vide de 80% parce qu'il n'y a pas de plan, par du 80% de mécanique, donc 80% de surfight, et C'est mon donc problème. de l'ego, et bah du C'est mon coup, problème. ça déjoue. Et donc l'idée, c'est vraiment, dans la logique, de devenir un stratège en fait dans League of Legends, d'être beaucoup plus... C'est même pas patient, parce qu'en fait, c'est d'être normal, parce que c'est ce que le jeu il veut. C'est d'être... C'est pas d'être moins agressif, c'est juste d'être dans son plan, et dans son plan, on pouvoir être agressif. Ça se trouve Excuse-moi que... de te couper, mais en fait, les meilleurs joueurs du monde, c'est des masterminds. Ils jouent très bien mécaniquement, mais de base, c'est des masterminds. Et c'est comme ça qu'ils jouent bien mécaniquement derrière. En micro. Ok. C'est du coup, en fait, ils ont set up les décisions mécaniques qu'ils vont faire derrière. C'est ça. Moi, tu sais que, en vrai, je vais donner quelque chose que peut-être beaucoup savent ou beaucoup savent pas, c'est que mécaniquement, alors certes, je sais que j'ai un bon temps de réaction, un très bon temps de réaction, je sais que, mais au niveau des clics, par exemple, je suis pas le meilleur. En termes de clics purs, je suis pas le meilleur. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui me regardent voient que j'arrive à dodge tous les spells, à tout, vraiment tout dodge, tout bien jouer, etc., tout bien mettre? L'anticipation. C'est-à-dire que une seconde à l'avant, je sais le mec qui va faire en face. Une seconde à l'avant, je sais quel spell il va mettre, pourquoi il va le mettre, etc., etc., tu vois. Mais ça, comment je le sais? La connaissance, tout simplement. C'est à force de jouer, à force de prêter attention, juste pas de répéter des games, à force de prêter attention, bah, du coup, je sais ce que le mec en face veut faire à l'avance, tout simplement. Ok. Donc ça veut dire que tu mets ton attention sur ce qui est important pour toi à observer pour pouvoir progresser. Ouais, c'est Ok. ça, exactement. Ça marche. Ok, justement, je te parlais justement du fait d'avoir un plan, le fait de sortir de son plan, le fait d'être agressif, le fait peut-être de faire des erreurs. Bah, généralement, c'est ça qui va nous emmener dans notre fameux sujet, le sujet phare de cette vidéo, je pense, la gestion du tilt. La Ouais. gestion du tilt et aussi des émotions, parce qu'il n'y a pas que le tilt. Ok. Et l'idée, c'est peut-être pas de d'être ultra ancré et d'être ultra stoïque, c'est-à-dire c'est pas l'objectif, c'est pas d'être un moine bouddhiste et de jouer à League of Legends en même temps. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand on tombe sur ton stream, et moi je le sais parce que je te connais, mais je te vois souvent où il y a des moments où tu peux être un peu tilt, et je le sais, mais tes viewers, ils voient pas que t'es le tilt. Ils le voient Oui. très rarement. Et je sais qu'on a travaillé ça ensemble. Et ça, est-ce que tu peux expliquer d'où te vient cette capacité à jouer comme si t'étais pas tilt, en étant à un niveau de 8 ou 9 sur 10 dans la colère, sans que ça se voit? Déjà, il faut revenir à l'origine. C'est comme tu l'as dit au début, mon premier compte, il a été ban pour toxicité. Donc, bon, à partir d'après, c'était à longtemps. Pour ceux qui nous regardent, c'était il y a peut-être 9 ans, du coup, quand j'avais commencé le jeu, en gros. Quand j'avais plus ou moins commencé le jeu, c'était il y a ouais, environ 9 ans. Et du coup, moi, ce ban, ça a été pour moi un électrochoc. À ce moment-là, j'ai commencé, j'avais quoi? J'avais 14 ans, je crois, 13 ans ou 14 ans. J'avais commencé à aller regarder des vidéos de... J'avais tapé genre méditation, genre vraiment des recherches de fou, développement personnel, autodiscipline, genre des trucs de fou, tu vois. À 14 ans, en plus, tu sais, tu t'écoutes ça à 14 ans, t'es en mode waouh, mais en fait, c'est incroyable. Et du coup, bref, c'est comme ça que j'ai réussi à vraiment beaucoup mieux gérer mon tilt, ma mentalité, etc. Sauf que la vérité, c'est qu'on s'est rencontrés, Nathan. On s'est rencontrés quand j'avais. C'était il y a 2 ans, donc quand j'avais 20 ans. Je crois que j'avais 20 ans à ce moment-là. Donc ça faisait déjà, on va dire, 5 ans que j'avais un bon mindset. Et sauf que, ben, on a travaillé ensemble et j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait rien de tout ça. J'ai remarqué en fait que j'avais un bon mindset, sur ça allait, tu vois. J'arrivais à tempérer mon tilt, mais c'était juste qu'en fait, je mettais un plafond, tu vois. Tout simplement, j'avais mis, genre comme si j'avais enfermé mon tilt dans une cave et que j'avais fermé la porte à clé. Tu vois, j'avais dit, tu sors plus maintenant, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le tilt sortir et mettre un chaos dans toute la maison, j'avais dit, tu vas dans la cave et tu bouges plus. Mais du coup, bah, c'était sous-jacent, donc ça impactait quand même mon gameplay. J'avais quand même beaucoup d'ego dans mes plays. Quand je voulais tuer le mec en face, j'étais en 0-3, j'acceptais pas d'être derrière, tu vois. Donc je jouais beaucoup. Mais j'étais en mode chill, j'étais comme là. Tu vois, j'étais en mode tranquille, etc. Y a pas de souci. Mais ça a influencé chacun de mes plays, tu vois. Et le travail qu'on a fait ensemble m'a permis vraiment aujourd'hui de d'accepter. Ça, c'est une erreur, je trouve, que beaucoup font. C'est de ne plus vouloir tilt, d'accepter que le tilt, donc la colère, est une émotion humaine, tout simplement. Et vraiment, la plus grande lucidité, la plus grande réalisation que j'ai eue, c'est de me dire que mon but,
c'est pas de pas tilt. Le but, c'est de gérer mon tilt. Et moi-même, ça me choque barre parce que des fois, je suis en stream, ça me choque. Genre, je suis à 10 de tilt, 10 sur 10. Genre, je suis vraiment tendu au maximum comme ça. Et je regarde le chat et ça me dit, comment tu fais pour ne pas tilt? Et je suis en mode, mais là, je suis au max hein, en termes de tilt, je peux pas être plus. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je tempère mon tilt, j'accepte que c'est une réaction émotionnelle normale. Je sais que, typiquement, quand la colère vient, le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire, tout simplement. Parce que, voilà, sinon, je vais faire n'importe quoi. Donc, c'est de tempérer, de dire qu'est-ce que je fais maintenant. Voilà, moi, souvent, j'ai un petit réflexe. Je commence à inspirer, expirer, je bois mon eau, je pose ma bouteille. Une fois que j'ai posé ma bouteille, je sais que ça y est, tu vois. Je reprends mon jeu. Voilà, moi, j'ai mon petit rituel par rapport à ça pour ma réaction émotionnelle. C'était tout simplement, voilà, aujourd'hui, de gérer mon tilt. Par rapport à avant, où je mettais mon tilt à la cave. Là, aujourd'hui, j'ai ouvert la cave, j'ai dit, bon, je suis dans le noir avec lui, j'ai dit, on va discuter dans le noir tous les deux. Et je suis ressorti, on est revenu dans la maison, et il a sa place, j'ai ma place, et des fois il s'excite un peu, et je suis en mode, bon bah écoute, vas-y, y a pas de souci, mais casse rien. Casse pas mon gameplay, s'il te plaît. Ok, voilà. Ça c'est hyper intéressant, du coup là on était vraiment sur cette émotion de la colère. Moi j'étais à la colère au max, ouais. Et du coup, on a découvert aussi en travaillant un petit peu qu'il y avait une autre émotion, et je pense que ça, il y a très peu de joueurs qui en sont conscients. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, justement, avec un jeu qui est très lent, finalement, qui te demande de beaucoup réfléchir, qui crée énormément de frustration cognitive, ok ? Parce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité. C'est-à-dire que tu peux avoir ton jungle qui vient, qui te prend ton canon. Tu peux faire un play. Ton mid laner, il vient pas t'aider quand tu vas jouer un objectif. Tu peux avoir un joueur pro qui vient prendre toute ta wave parce que tu l'as pas aidé sur une invade. Enfin bon... Exactement, genre, et puis les mecs savent, tu vois, donc toi t'es là en mode, ok, genre, c'est imprévisible, ok, donc là ça stresse, ça crée de la frustration, et là tu tombes dans une émotion qui est très particulière, qui est l'ennui. Et l'ennui, donc ça, c'est, comment dire, une émotion dans le cerveau, tu sais, c'est comme un code, ok, et tu peux associer des émotions ensemble, c'est-à-dire que quand tu mélanges la colère et aussi l'émotion de l'ennui, ça donne un nouveau code qu'on appelle le mépris. Couleurs, ouais. Le mépris. Le mépris, il y a du rejet. Et du coup, c'est à ce moment-là que le rejet, il s'active. Et je te rappelle de tous ces moments-là. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu as réussi à capter que tu t'ennuyais des fois en jouant? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, justement, quand il y a cette émotion d'ennui ou de mépris qui s'active? Je vais prendre quelques cas concrets, comme ça chacun peut s'identifier. Typiquement, l'ennui va proc, par exemple, quand t'es contre un range top, voilà. Quand t'es contre un range top, tu vas être ennuyé, tu vas être en mode bon. Ton jungler il vient de prendre la wave, pareil, tu vas être ennuyé. Ton jungler fait les grubs alors que t'as 0 prio, pareil, il va être ennuyé parce que tu l'as pas aidé, il va te tilt en plus, enfin il va t'accuser toi en fait, tu vois. Il va mettre sa responsabilité de mort sur toi, tu es responsable de ma mort, donc ça va t'ennuyer, tu vois. T'as quoi? Tu vas en teamfight, t'engages comme vraiment un viking en raid, tu vois, et y a personne qui te suit, tu vois. Donc tu vas mourir tout seul alors que c'était le meilleur fight de la terre entière, donc tu vas être ennuyé. Donc tu vois plein de cas comme ça où tu vas être ennuyé. Tu vois, ou alors t'es en 0-2, 0-3. T'es en mode ouais, je l'ai fait un peu, vas-y je vais tenter. Vas-y go revenir sur la lane, tu vois. Voilà. Ou tu sais que tu vas te faire dive, mais tu restes quand même parce que t'es en mode ouais, j'ai la flemme de partir, tu vois. Et souvent c'est ce terme-là. J'ai la flemme de. J'ai pas envie. Tu vois, et c'est l'ennui qu'il y a derrière, tu vois. Et ça, la première étape, c'est déjà comme t'as dit. Tu sais, moi j'en étais pas conscient avant qu'on en parle. Moi, tu m'en aurais parlé, j'aurais dit ouais, non, pour moi, c'est worse de rester. Tu vois, je t'aurais dit ouais, non, mais moi, genre, il m'a pris ma wave. Ouais, c'est normal, en vrai, je l'aide plus, c'est bon, je m'en fous, tu vois. Voilà. Tu vois, le mépris au max, tu vois. Le mépris au maximum. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, ouais, mais genre, est-ce que ça m'aide à gagner en vrai d'être comme ça, tu vois. Déjà, pourquoi je suis comme ça? Ok, donc c'est le mépris, donc c'est de l'ennui, la colère, le mépris, tu vois. Ok. Donc maintenant. Là, le premier exo qu'on avait fait ensemble, tu te rappelles, c'était vraiment que je devais identifier tous les moments où ça proquait en game. Ça proquait, où ça arrivait, je devais noter, j'avais un petit journal, je notais, etc., l'intensité de l'émotion, etc. Une fois que c'est fait, du coup, je regardais qu'est-ce qui m'activait le plus. Moi, je sais que ce qui m'activait le plus, par exemple, donc après les gens peuvent se reconnaître, c'était vraiment quand je perdais ma lane, tu vois, quand je perdais ma lane typiquement, ou quand voilà, je voulais faire des fights et ça se passait pas comme je voulais. Du coup, je partais en side boudé et j'étais en mode allez, c'est bon, tu vois. Je vous rejoins plus. C'est bon, je joue tout seul. Et le truc, c'est que par rapport à ça, déjà, comme je te disais, la deuxième étape, c'est de réaliser que en fait, ça t'aide pas dans ton gameplay. Mon but, c'est d'être meilleur, donc j'ai travaillé ça.
Après, tout simplement, moi je dirais franchement, la lucidité, déjà s'en rendre compte, c'est c'est 2 tiers du travail presque. Moi en tout cas, ça a été ça pour moi à chaque fois, c'est rien que de me rendre compte, de poser des mots sur les choses. Donc ça, pour moi, ça fonctionne en plus surtout, franchement. C'était déjà 2 tiers du travail. Et après, le tiers restant, c'était du coup mettre une autre action à la place. Ok, je sens que le mépris monte. Qu'est-ce que je peux faire? Inspirer, expirer, boire de l'eau. Maintenant, j'ai cette routine-là, aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore du mépris qui monte. J'ai encore des fois en game, ça se voit, je suis en mode. Tu vois, je suis comme ça, je suis en mode frère, tu vois. Je suis en mode arrête, genre pourquoi t'as fait ça? Et je suis en mode bon, c'est pas grave, les gars. Tu vois, et quand je fais ça, je suis en mode c'est pas grave. Et moi-même, je suis en train de me calmer, tu vois. Je dis c'est pas grave, mais je suis en train, je suis en train de redescendre, justement. Et de me remettre sur une bonne baseline, tu vois. Mais je n'atténue pas l'explosion. Je laisse l'émotion monter, mais je la laisse aussi redescendre, tu vois. Et je l'accompagne dans la redescente, tout simplement. Pour tout. Du coup, pour tout. À chaque fois que justement ces émotions-là pop dans mon gameplay. Ok. Et du coup, là, tu nous dis que du coup, la colère, le mépris, ça peut te faire mal jouer. Ou avant, Clairement. ça prenait vraiment le lead sur le fait que tu jouais mal. Maintenant, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des émotions dans lesquelles tu joues bien? Tu vois, est-ce que des fois, tu es dans une émotion et tu te dis, en fait, je suis agréable dans cette émotion-là et en fait, bah, je vais rester dans cette émotion puisque ça me fait kiffer et je joue bien quand je suis comme ça, tu vois. Au début, quand on a commencé tous les deux, tu m'as fait remarquer que ce qui m'activait le plus, ce qui me rendait le meilleur en compétition, parce que c'est ce que tu m'aidais à faire dans les compétitions, activer là, cette émotion-là qui me rendait très fort, c'était la colère. Moi, je m'activais beaucoup, beaucoup par la colère. Et aujourd'hui, ma baseline, c'est juste kiffer le jeu. En fait, quand je kiffe le jeu, c'est là où je suis au max. En tout cas, kiffer déjà ma lane, kiffer le 1v1, tu vois. C'est là où moi je sais que je joue au max. C'est-à-dire que plus le mec en face est fort, plus la lane est intéressante, ou plus je kiffe, ou plus je joue bien, tu vois. T'as ça, et pour vraiment les games que je dois vraiment, où vraiment j'ai envie de m'envoyer au max, là du coup, mais consciemment, et ça c'est vrai que pour beaucoup de joueurs, je pense que ça va leur faire bizarre, c'est que volontairement, je décide d'activer de la colère, tu vois. Volontairement, je décide de me dire, bon, je vais je vais faire sortir un peu de colère en moi. C'est pas forcément lié à des choses, à du passé. Enfin, parfois oui, parfois non. Des fois, je me dis, je vais faire monter un peu de colère. Et nous, on avait fait des exercices par rapport à ça. C'est d'activation par la colère, où je devais fermer les yeux, imaginer, tu vois, enfin, avoir des imageries, de la visualisation, d'avoir des images mentales et tout. Et c'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui. Quand je suis en stream, typiquement, c'était quand? C'était hier. J'avais une game très importante à gagner parce que j'avais gagné le double de LP sur cette game. Et ben, je me suis mis en full lock-in. À la fois, j'étais en mode ok, je kiffe, je vais m'amuser. Et à la fois, je suis monté un peu de colère. Et donc là, j'étais au max. Tempérament. J'étais au max, j'étais vraiment au mieux. Mais à l'inverse, je joue très mal quand par exemple je suis triste, quand j'ai pas envie de jouer. En fait, j'ai pas envie. Tu vois, donc je joue mal. Tout simplement. En fait, quand j'ai pas envie, quand je suis dans le mépris, l'ennui, tu vois, justement, c'est là où moi je joue mal. Donc il faut que j'en sois. Bon, aujourd'hui, j'essaie d'en être de plus en plus conscient aussi par rapport à ça. Parce qu'après, c'est pas tout le temps facile, c'est un travail un peu de long terme, c'est pas toujours facile. Il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi IRL et tout, donc c'est pas forcément. Mais on essaye. On essaye. Ok. C'est top ça. Ah, mais c'est excellent. C'est Ok. excellent, ouais. Du coup, si on résume un petit peu ce que tu viens de me dire, déjà, on a dit quoi? On a dit le meilleur moyen pour gérer son tilt ou une émotion difficile, c'est d'être lucide sur cette émotion, c'est En être 80% conscient, du ouais. travail. Exactement, ouais. Conscientiser. Mm. Ensuite, choisir une action qui va permettre de dire à son cerveau, en gros, là, je suis dans cette émotion-là, qu'est-ce que je vais faire maintenant qui est plus juste, en gros, pour rester dans mon plan. En gros, c'est Exactement. ça. C'est ça. Il y a aussi, du coup, on a vu aussi que bah, il y avait le rôle d'une émotion qui pouvait être, enfin, qu'on pouvait volontairement aussi activer une émotion pour pouvoir performer, pour pouvoir jouer et être juste. Aussi, ça peut être Oui, intéressant. oui, oui. Ok, c'est pas mal là-dedans déjà sur cette notion de la gestion des émotions, en tout cas en game. J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que moi, de base, je suis le pire profil pour ça. De base, quand on s'est rencontrés, je doutais énormément du mental, du tilt, en mode, bah non, je gère mon tilt. Moi, je te disais en plus, ouais, je gère mon tilt. On s'est rencontrés en LAN, c'est pour ça, de base. Et j'étais en mode, ouais, je gère mon tilt, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me raconte? Encore un coach qui veut me vendre des trucs, enfin, qui me parle enfin, qui me fait le moine, tu vois. Alors que bon, j'étais en mode, ouais, non, en fait, j'ai pas besoin, tu vois, je joue mon jeu, c'est bon, je suis bon. Il y a des mecs qui tiltent. Les meilleurs joueurs, tu les vois, ils pètent un cap, pourquoi moi, je devrais. Et en fait, bah, la vérité, c'est que. Du coup, je vais prendre cette petite parenthèse, c'est que bah, il y a des joueurs qu'on voit tilt, peut-être.
ok, ils pètent un câble, mais du coup, on s'en fout. Parce que eux, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le taf pour être meilleurs. Eux, derrière, peut-être qu'ils ont déjà review par le passé, ou ils ont une bonne capacité de review en pleine game, ou ils le font après, ou ils vont chercher énormément de data. Par exemple, il y en a beaucoup qui font ça, des gros joueurs qui cherchent énormément de data aussi, ce qui font qu'ils sont meilleurs, tout simplement. Donc ils gèrent le tilt à leur manière. Et moi, je comprenais pas ça à l'époque, tu vois, par exemple. Non, vraiment, j'étais le pire candidat possible pour travailler le mental. J'étais très fermé, très en mode le mental, c'est très gourou, ça sert à rien en vrai, tu vois. Juste concentre-toi et work, tu vois, fais ton boulot. Alors qu'en vrai, bah, le mental, si vraiment quelqu'un vient et me dit, je veux travailler un point sur le plus important, c'est quoi? Je dis, c'est le mental. C'est le plus gros chantier et le plus important pour moi. C'est marrant parce que à chaque fois que je repense à la fois où on s'est rencontrés, vraiment pour vous les viewers, ça c'est. En fait, on voit trop. Enfin, comment dire, moi je le vois tous les jours parce que quand je dis je suis préparateur mental, j'ai ce regard-là des gens qui me disent ouais, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il va nous raconter, le mec il est dans ma. Enfin, il va rentrer dans ma tête comme ça et tout. Mais oui. Valem, on s'est posé, en 30 secondes, il m'a dit je crois pas en ce que tu fais. Je fais ah ouais, tu crois pas? Vas-y, viens. Je lui ai posé 3 questions. Il m'a dit waouh, mais c'est vrai. En fait, Je suis de comme base, ça. on discutait que 5 minutes, je crois que ça allait durer 1 heure au final. Tu Ouais, vois. c'était super intéressant. Et derrière, j'avais vu, parce que du coup, on était à la Gamers Assembly, Mm. et j'avais vu que tu avais commencé à intégrer ce que je t'avais dit assez rapidement, et que même à ce moment-là, tu avais quand même déjà commencé à intégrer ce travail-là, un petit peu de sujet sur le mental, qui avait quand même, qui nous a emmené d'ailleurs derrière après à continuer à travailler ensemble. Mm. Ok. Mm. Et ça, c'est important aussi à comprendre aussi même dans la vie, pour quoi que ce soit qui est important pour vous. En fait, on a tous des sujets qui sont liés au mental. Et Ouais. je pense que dans la vie de manière générale, globalement, ce qui va différencier les gens, même euh, pour moi, quand je parle du mot succès, c'est vraiment atteindre ses motivations. C'est-à-dire que si par exemple votre but dans la vie c'est de vous sentir heureux, c'est vous sentir épanoui, c'est de créer une famille, c'est de pouvoir partir en vacances avec vos potes. Si c'est ça que vos motivations, bah en fait, si votre mental il est paramétré pour vous faire accéder à ces succès-là qui vous motivent, vous allez y arriver à un moment donné. Et ça c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent des choses alors qu'ils sont à 2 pas d'y arriver, juste parce qu'en fait le mental il a craqué, juste parce qu'il y avait un petit paramètre à unlock et ils n'y arrivent pas. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'accompagnement que j'ai créé s'appelle Déclic, parce que en fait on travaille des petits trucs et on est lucide, on est lucide, on est lucide, et en fait 3 mois après t'es là, t'as travaillé un truc il y a 3 mois, et puis 3 mois après tu te dis ah mais en fait je comprends tout, ça y est, genre. Ou Eh j'ai ben, arrêté c'est de faire ce exactement ce que truc je là. me disais. Quand j'ai travaillé avec toi, au bout de 3 mois, je crois, je t'avais dit, bah là, j'ai plus progressé avec toi en 3 mois que sur mes. Je me rappelle très bien, je t'avais dit, j'ai plus progressé là en 3 mois que sur mes 5 dernières années. Je te l'avais dit sur le moment et je le redis aujourd'hui. Vraiment, on avait fait. Enfin, là, on travaille depuis longtemps ensemble. Mais je veux dire, les 3 mois très intensifs qu'on avait fait, c'était vraiment 3 mois. J'étais en mode, mais. Genre, limite, j'avais cette anxiété en moi en mode, mais imagine, tu l'avais pas rencontré, tu vois. Imagine, genre, à 30 ans, tu auras encore les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, en fait, tu vois. Il y en a, après, chacun a son rythme, chacun évidemment, mais il y en a, il leur faut 20 ans pour régler certains problèmes, certaines blessures, certaines. C'est même rien que pour identifier le fait que moi je m'activais par la colère et que je faisais des moves d'ego. Mais impossible serait. Enfin, pardon, tout seul ça aurait été impossible. Ou alors ça aurait pris peut-être. Peut-être je m'en suis rendu compte après justement mon parcours LoL. Je me serais dit après mon parcours LoL, je me serais dit. En vrai, quand je jouais, c'est vrai que je m'activais beaucoup par l'ego. C'est trop tard. Voilà, bravo, Valem. C'est trop tard. Tu le dis maintenant. Mais ça c'est un Tu vois. truc où Mm. avec la maturité il y a des choses qui arrivent, tu vois, et du coup tu as un regard différent sur les choses. Mais ça comment dire, c'est vraiment un sujet, et j'ai souvent ce sujet là justement avec les coachés, et beaucoup surtout dans les moments où je discute avec des gens qui veulent se faire accompagner, où ils me disent mais je sais pas si j'ai envie de travailler ça, je sais pas si je suis prêt à changer ça, je sais pas si ça. Et en fait, c'est que ils sont tellement habitués à vivre dans une souffrance que quitter cette souffrance-là, ça paraît tellement impossible de plus l'avoir. Ça fait tellement longtemps qu'ils souffrent, en fait, ils se disent, ils se sont identifiés à cette souffrance-là. Tu sais, c'est comme si, en fait, ton ego, tu vois, le fait de faire des moves d'ego, le fait d'être stuck à 200 LP, tu vois,
c'était devenu ton identité. T'arrivais pas à sortir de ce truc-là. Et du coup, t'arrives pas à t'imaginer dans une autre posture. Et en fait, l'idée, et c'est ça aussi travailler le mental, c'est des fois, t'es juste bloqué et tu sais pas, tu t'arrives pas à voir une autre sortie, tu vois, que celle de ta souffrance. Tu vois. Et en fait, c'est d'accepter que quitter cette souffrance que tu connais, ça va pas t'emmener forcément dans une zone de souffrance encore plus importante. Ça va peut-être justement t'emmener dans une zone où il y aura beaucoup plus de confort, parce qu'en fait, tu auras repoussé cette zone. Généralement, quand il y a de la souffrance, c'est parce que la zone de confort, elle est devenue trop petite. En fait, vous êtes trop grand pour votre propre zone de confort, tu vois. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça va nous emmener à la transition vers la question suivante, qui est la comparaison à soi-même. Ok, tu me l'as dit. Je me suis comparé à mon moi d'il y a 5 ans, et je me suis dit, putain, je suis trop content, parce que là, j'ai senti que j'avais passé un cap. J'avais repoussé un truc qui me gênait. Tu vois, comme si tu avais une armure sur toi qui était super lourde, et qu'en fait, tu avais enlevé l'armure, il y restait plus que la côte de maille, mais tu étais tellement plus efficace juste en côte de maille qu'avec l'armure. Et petit à petit, tu l'as dit en fait, tu vas commencer à changer ton, comment dire, des choses qui sont invisibles à l'œil nu, en regardant et en comparant à qui t'étais avant. Et ça, c'est un truc que tu fais souvent. On est d'accord, c'est un truc que tu as même pris l'habitude de faire. On en parle même souvent. Et toi, t'en parles même en stream. Et c'est souvent mal compris. Et du coup, ma question, c'est est-ce que, là, du coup, tu peux nous éclairer sur toi, ton approche de la comparaison à toi-même? En fait, pour moi, le plaisir, le plus grand des plaisirs, la plus grande des paix et la plus grande des motivations, et c'était pour moi la plus grande des révélations, c'est que tu la retrouves dans la comparaison à toi-même. Tu n'as retiré ni plaisir, ni dopamine, ni paix, je crois que je l'ai pas dit, et voilà, tu vas retirer rien de tout ça en te comparant aux autres. Parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est ça en fait qui m'a fait shift, c'est que on n'est pas nés tous dans les mêmes conditions. Petits, on n'a pas tous fait les mêmes choses, on n'a pas tous été connectés aux mêmes choses, on n'a pas commencé le jeu au même moment, on n'a pas eu forcément les mêmes motivations, on n'investit pas le même temps, même énergie, même sacrifice sur le jeu. Qu'en fait, tout ça lié fait que c'est intrinsèquement impossible de se comparer aux autres. Quand tu comprends que c'est impossible de te comparer aux autres, mais il reste qui? Il reste que soi-même. Et en fait, se comparer à soi-même, c'est le plus beau des parcours, en fait, parce que c'est un parcours infini. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dépassé telle personne que je voulais dépasser, il reste quoi ensuite? Je vais en prendre une autre, une autre, une autre, une autre. En tout cas, il restera toujours quelqu'un d'autre au-dessus. Donc autant que ce mec-là au-dessus, ça soit toi. Et pas un random que tu connais pas. Ça se trouve, toi, tu vas lui parler un jour, genre vraiment, moi, là, je suis sûr que les gens vont s'identifier. Donc les gens qui veulent monter en elo, tu sais, t'as un pote qui est master, ou alors tu vois ce mec-là, t'es en mode, ouais, je veux être meilleur que lui, tu vois. Tu vas tout donner, tu vas souffrir pour rien. Tu as de la souffrance pour... Déjà, t'en as beaucoup déjà à travers le jeu. IRL, tu t'ajoutes cette souffrance-là en plus pour rien. Tu vas try, etc. pour au final, un jour discuter avec lui, il va te dire, ouais, moi, je me bute à 10 games par jour, et j'ai un coach qui me donne toute la data, et j'ai ci, j'ai ça. Toi, tu vas te dire, mais attends, mais je joue tout seul, moi, après, je me compare à lui. Regarde tout ce qu'il a, lui. Tu vois. Ou il va te dire, ouais, moi, ça fait 16 ans que je joue au jeu. Moi, ça fait 3 ans. Ah merde. Du coup, il a plus de... Tu vois, et tu vas te dire, mais en fait, pourquoi je me compare à lui? Donc non, en vrai, c'est pour ça que vraiment le plus grand des plaisirs, c'est de se comparer à soi-même, parce que tu sais que tous les jours, si tu fais, du coup, tout ce qu'on a parlé un peu avant, ce travail là sur le tilt, ce travail là sur un plan d'action, etc., définir du coup pourquoi aussi tu joues au jeu, donc mettre toutes les choses en place derrière, en fait, tu vas voir que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu vas être meilleur que celui d'avant. Et moi, aujourd'hui, regarde, je vais prendre un exemple personnel aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est le 31 mars. Actuellement, je suis Master 700 LP. Je suis en train de claim très très vite. J'ai 68% de win rate, tu vois. J'ai le meilleur win rate sur Jax en Europe, tu vois. Sur mon perso, j'ai 73% de win rate sur Jax, tu vois. Sur 100 games, tu vois. Je monte très très vite, tu vois. Donc je pourrais me dire, je suis le meilleur, tu vois. Genre, à la fois, moi, j'ai personne à me comparer au-dessus de moi. Mais à la fois, si. Parce qu'il y a toujours le rank 1. 3000 LP, tu vois, actuellement. Donc j'ai toujours ce mec-là à comparer. Mais c'est quoi le mieux? C'est de me dire, ok, Val, d'abord, tu vas te comparer à ton ancien toi, ton Piccolo, c'est 960 LP. Tu vois, montre que t'es meilleur qu'avant. Tu vois, ça, rien que déjà en le disant, j'ai la dopamine qui monte, tu vois, en me disant, je vais me montrer que je suis meilleur que mon mois d'avant, tu vois. Un peu quand t'es sur Mario Kart et tu fais la course contre ton toi fantôme, tu vois. Enfin, ta course contre la montre, pardon, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est le même exemple, tu vois, c'est de se dire, ok, en fait, je sais que je suis meilleur que... Parce que, à la fin de la journée, t'es tout seul.
C'est ton bilan à toi, c'est ce que t'as fait toi. Tu t'en fous que le mec, ça se trouve, lui, c'est même pas son objectif d'être bon sur LoL ou le mec auquel tu te compares ou quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que ce soit en termes de paix, de plaisir, le fait de pouvoir aussi traquer ses progrès, vu que tu te fies à toi-même, à ton past toi-même et à ton toi-même présent, ça fait qu'en fait, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix, et tu vas progresser encore plus vite, tu vois, sur le jeu. Sans forcément définir une personne ou quelque chose. Après, c'est important aussi d'avoir un objectif de résultat, de se dire, je veux atteindre tel rang, tel classement, top 3000, top 2000, top 1000. Mais pour moi, là où c'est très important, c'est de pas se dire, je veux être meilleur qu'un tel, pourquoi lui il est meilleur. Regarde, moi j'ai eu ça par exemple dans mes. Et j'en finis là parce que j'ai beaucoup détaillé en vrai. J'en finirai là. J'ai eu un élève qui m'avait dit. Enfin, j'ai discuté avec un élève qui m'avait dit que. Ouais, Val, je progresse un peu moins que tes autres élèves. Genre, c'est un peu chiant. Je trouve ça. Moi, ça me gêne, tu vois. Et je disais, mais regarde, t'as commencé le jeu il y a 3 mois. Celui dans le chat Twitch qui disait que il était déjà monté Silver en 3 mois. Lui, il avait déjà regardé du jeu pendant un an. Toi, t'as déjà regardé du jeu pendant un an? Non. Du coup, comment tu te compares? Comment tu fais pour te comparer à un mec qui a pas le même parcours que toi? C'est impossible. C'est impossible, tu vois. Et donc comme ça, en fait, il a réalisé que ouais, genre c'était pas. Donc en fait, il devait se comparer à lui-même tout simplement. Et que c'était déjà excellent ce qu'il avait fait. Parce qu'on a souvent tendance à regarder en haut les autres qui sont là, etc. Et pas nous-mêmes d'où on vient, déjà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place pour y arriver, etc. Ouais, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup détaillé. Mais parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, en fait. Parce que moi, j'étais carrément là-dedans avant. Donc c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai détaillé autant. Ouais, c'est hyper intéressant parce que euh, ça aussi, même en termes d'identité, en fait, se comparer à soi-même, ça permet aussi de voir aussi tout ce qu'on a réussi, malgré le fait d'avoir accompli des choses, ça permet aussi de voir comment on a fait évoluer qui on est. Tu vois, d'être plus mature, d'être plus confiant, d'être Mm. plus juste aussi émotionnellement, euh, d'être comment dire, une version de soi. C'est pas pour dire la meilleure version de soi-même, tu vois, mais c'est une version de soi qui correspond à l'identité qu'on a envie d'être. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans la glace, en fait, t'es fier de toi parce que t'as réussi à faire ce que tu voulais. Et c'est marrant parce que, tu sais, cet hiver, là, au mois de décembre, on a parlé justement de faire un rétro-planning. euh, et pour le chat, enfin ceux qui nous regardent, ça c'est un exercice qui est super intéressant à faire pour se comparer à soi-même. C'est, en gros, vous prenez la personne que vous êtes aujourd'hui et vous regardez la personne que vous voulez être dans un an. Et quand vous dites la personne que vous voulez être dans un an, vous dites pas genre je veux être cette personne-là dans un an, dites-vous plutôt voici la personne que je veux être quand je vais commencer l'année prochaine. Comme ça, l'année prochaine, quand vous allez commencer l'année, en fait, vous allez partir de la version que vous avez cherché à construire. Et après, vous allez mettre des actions. Ok, par exemple, si 1er janvier 2026, vous vous dites, bah, moi l'année prochaine, le 1er janvier 2027, j'ai envie d'être confiant, j'ai envie euh, d'avoir un meilleur plan sur mon League of Legends, d'être plus calme, de mieux gérer mes émotions. Et ben après, vous allez mettre un plan, peut-être par exemple une action par mois, qui vous rapproche d'être plus confiant dans votre vie. Ça peut passer par, je sais pas moi, aller 2 fois à la salle par semaine par exemple. Et en fait, aller 2 fois à la salle par semaine, et ben ça fait, sur 52 semaines, ça fait 104 fois à la salle. C'est-à-dire que sur 365 jours, vous allez aller 104 fois à la salle. Et si on regarde sur toute l'année, bah, il y a peut-être des semaines où vous n'allez pas pouvoir y aller parce qu'il y a les cours, il y a des examens, il y a le travail qui prend de la place. Et du coup, bah, vous savez qu'il y a des semaines où vous allez faire 3 séances au lieu d'en faire 2. Ou il y a des semaines où vous allez en faire 4. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, quand vous allez regarder au 31 décembre 2026, vous allez dire « Ah ok, cette année, j'ai fait mes 104 séances. » Et en fait, vous avez progressé de 104 séances de musculation dans l'année. Mais je parle de musculation, mais ça peut être sur n'importe quoi. Pour quelqu'un qui fait du dessin, ça va être... si c'est un dessin par jour, ça va être 104 dessins, 104 croquis. Donc une amélioration de 104%. Ok, on peut voir ça comme ça. C'est-à-dire que vous êtes quasiment le double de ce que vous étiez l'année dernière dans votre compétence. Et ça, c'est Même LOL. proportionnel. Ouais, pareil pour LoL. Et donc, c'est ça qui permet, c'est ça la comparaison à soi, c'est ça qui permet réellement de progresser et d'être fier de soi à la fin d'une année, à la fin d'un mois, à la fin d'une semaine, à la fin d'une journée.
Parce que du coup, vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous avez Et on des revient à objectifs. ça, ouais. Ouais, c'est ça, on est toujours lié à ce truc-là. Et justement, je parle de ça, j'ai donné cet exemple-là, et sous les yeux, j'ai la dernière question. Et la dernière question, c'est, bah en fait, quand tu es joueur de League of Legends, et t'en parlais un peu tout à l'heure au début, c'est que ça peut vite prendre une grande partie, une partie importante de ta vie. Maintenant, c'est comment tu t'organises dans ta vie pour avoir une relation saine avec le jeu, tout en gardant cette notion de performance, cette notion de vouloir être meilleur, cette notion de comparaison à soi. Bah, on revient à ce que je disais au début, hein, genre le plaisir, tout simplement. Avant, je ne cherchais aucun plaisir. Moi, c'était le tryhard, la guerre, faire, tu vois, jouer, la performance. Genre, pas de plaisir, qu'est-ce qu'on s'en fout? Go jouer, qui se soucie du plaisir de toute façon, tu vois? Parce qu'on m'a demandé, est-ce que t'as eu du plaisir quand je serais ranko? Non. Et j'étais en mode comme ça, mais en fait, c'est nul, tu vois? Même celui qui fait la guerre, il prend du plaisir à... Les Spartiates, ils prennent du plaisir à guerroyer, tu vois? Genre, c'est pas... Donc, c'est nul de se dire, ouais, tu vois, ben non. Moi, je prends du... Regarde, là, aujourd'hui, je perds pas mal sur le jeu. Mais pourquoi? Parce que je prends du plaisir, je kiffe. Et c'est comme ça que je joue mieux. Et quand je m'ennuie, justement, ben, c'est là où je joue... Je joue pas très bien. Quand j'ai pas envie de jouer. Mais du coup, quand j'ai pas envie de jouer, ben, je me force pas. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de joueurs, c'est que... Pour ça que je te disais, c'est comme le tout à l'heure, c'est que les joueurs se forcent à jouer forcément tous les jours en mode, ouais, je dois regarder des replays. Je dois toujours, qu'est-ce que je t'en fous? Au pire, je joue pas de la semaine, je joue juste le week-end, tu vas quand même progresser. Même plus peut-être que le mec qui aura joué tous les jours dans la semaine, tous les jours de l'année. Donc c'est pas... Ouais, je dirais c'est le fait de faire des choses aujourd'hui qui me passionnent. D'être, pour reprendre le terme que tu sais avant, d'être vraiment aligné à l'identité de celui que je veux être. Moi je sais que ma mission c'est vraiment d'aider les autres. Aujourd'hui je le fais à partir de League of Legends. Parce que c'est peut-être qu'un jeu, mais c'est un jeu. Les gens passent peut-être beaucoup plus de temps dans leur jeu qu'avec leur famille, qu'au sport, que même au travail peut-être, tu vois, peut-être plus à LoL qu'ils sont au travail. Donc c'est une place qui est importante dans leur vie. Même si c'est juste que ce soit un petit pilier ou un gros pilier. Donc c'est quand même important. Et du coup, les émotions qu'on vit à travers ce jeu sont tout aussi importantes et ne sont pas être en mode ouais, j'ai tilt, mais c'est pas grave, je fais autre chose. Non, c'est important de voir ce qu'on... Parce que LoL fait ressortir aussi le pire en nous, tu vois. Donc c'est aussi intéressant d'à travers LoL, du coup, d'apprendre de soi et de se développer et tout. Donc ouais, tout simplement. Je saurais pas trop quoi rajouter de plus. Si tu veux me relancer, n'hésite pas, mais je ne saurais pas trop quoi rajouter de plus. C'est vraiment être aligné avec ses passions, avec qui on veut être. Un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le pourquoi. Pourquoi je joue au jeu, très important. Ça, c'est une question que personne ne se pose cette question. J'ai jamais eu, quand j'ai posé cette question-là pendant mes appels avant le coaching, appel de préparation, jamais quelqu'un, je lui ai posé la question pourquoi tu joues là, il m'a dit mais c'est simple, parce que ça. Non, jamais. Jamais. À chaque fois, on creuse, je dois creuser en mode ok, ben pourquoi? Ah, parce que t'aimes bien le jeu, mais c'est-à-dire, t'aimes bien aussi d'autres jeux, pourquoi jouer à LoL? Etc. Tu vois, c'est des choses que moi, je fais aujourd'hui avec les gens, mais que j'ai dû faire pour moi-même, que t'as fait en fait avec moi, avec moi-même. Tu vois, moi, j'ai pas fait moi-même, c'est toi qui l'as fait avec moi et tu m'as fait creuser tout ça. Et moi, j'étais pareil, j'étais en mode, bah, je sais pas en fait, tu vois, parce que j'aime bien, voilà, je joue au jeu, un peu d'argent, un peu de gazous, tu vois. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment, j'avais pas vraiment poussé la chose en fait, tu vois. Et le fait de pousser la chose, ça peut être douloureux parfois, parce que tu te dis, ah, je joue pour cacher ci, je joue parce que je souffre ailleurs en fait, tu vois. Je spam parce qu'en fait, j'ai pas d'autres projets dans ma vie, tu vois. Donc ça te fait souffrir, peut-être souffrir, pardon, à long terme, mais comme tu as dit tout à l'heure, bah, à moyen long terme, tu arrives sur une nouvelle zone de confort, où à la fois tu te sens bien et où tu évolues encore mieux, tu vois, tout simplement. Ouais, donc en fait, si on regarde League of Legends, ça peut vraiment être un pilier à la fois de développement de certaines compétences du mental, Totalement. mais aussi dans la vie, et en fait de prendre conscience qu'il y a aussi d'autres enjeux autre part. Et on parlait aussi, tu vois, de cette identité, de construire aussi un être qui est dans lequel on peut être fier de soi. C'est-à-dire quand tu vas te regarder dans la glace, tu sais, tu vas être fier de toi. Et en fait, si tu joues à LoL pour les mauvaises raisons, quand tu vas te regarder dans la glace, généralement, ça va être un peu difficile. Après, tu vois, tu vas sentir qu'il y a une espèce de décalage. Et en fait, d'affronter ce truc-là en fait, j'ai peur de ça, je me sens pas bien comme ça, j'aime pas ça dans ma vie. Et ben en fait, c'est aussi un moyen, et ça, je vous encourage tous, si vous voyez cette vidéo et que vous êtes un peu dans ce cas-là, euh, d'aller trouver des réponses là-dessus.
Ok, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens, bah, justement Val qui accompagne des gens sur League of Legends. Moi, j'accompagne des sportifs, j'accompagne aussi des entrepreneurs. C'est pour aider des gens qui ont ces genres de questions-là, qui ont du mal à se les poser, qui ont du mal qui peuvent aussi être seuls du coup dans ces problématiques et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il n'y a aucun mal et c'est pas du tout une preuve de faiblesse que de demander de l'aide. Et ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment très important à comprendre, que être aidé et d'accepter d'avoir de l'aide et de montrer qu'on est vulnérable, c'est une des plus grandes forces, enfin une des plus grandes preuves de force envers soi-même qu'on peut se faire, parce que c'est appuyer sur le bouton de dire là j'ai envie de changer. Cette situation où j'arrive pas à trouver de difficulté, bah en fait je vais tendre la main, je vais crier à l'aide et je vais sortir du petit trou et je vais accepter en fait d'être vu sous mon moi entre guillemets vulnérable, mais c'est ça qui va me permettre de construire une force derrière. Et League of Legends peut cacher beaucoup de choses comme ça, et League of Legends peut permettre aussi de sortir de choses comme ça. Donc n'hésitez pas justement, si vous avez des sujets là-dessus, soit à envoyer peut-être un message à Valheim, soit à envoyer un message à moi, soit à mettre un petit commentaire si vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent, qui vous ont activé aussi dans cette vidéo. Si vous avez compris aussi des choses dans cette vidéo sur le mental, ça peut être super intéressant. Valem, est-ce que rapidement tu peux nous parler un petit peu de ton coaching, peut-être nous présenter un petit peu tes offres, ce que tu fais, pourquoi tu t'es mis à coacher aussi? Tout simplement, c'est pour la même raison que je me suis mis à stream, à faire des vidéos, parce que je sentais qu'il n'y avait pas assez de contenu sérieux, pédagogique, en tout cas en top lane, sur le jeu. Et je voulais apporter en fait ma pierre à l'édifice, parce que moi quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé le jeu, j'aurais rêvé qu'il y ait vraiment des bons contenus pédagogiques sur le jeu, pas juste des 3 conseils pour, 5 conseils, etc. Des vraies vidéos qui t'apprennent le jeu avec des vrais gameplays, etc. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé, c'est pour ça aussi que je fais du coaching aujourd'hui. Moi, ce que je propose principalement, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que j'accompagne du coup les joueurs vers un objectif qu'on fixe ensemble avant du coup le coaching, pendant l'appel diagnostic que je propose, qui est gratuit, qui dure une demi-heure, on discute, on définit justement le why, on définit aussi le comment, etc. et tout. Et du coup derrière, j'accompagne le joueur sur 30 jours, sur 4 semaines, 4 séances, avec beaucoup de contenu dedans. Donc t'as tous les plans qu'on parlait, ils sont dans l'accompagnement, tout ce qui est plan early, plan mid-game, il y a un travail sur le mental aussi, une gestion du tilt. Donc tu as vraiment un travail complet sur le jeu, complet sur la top lane. Je fais aussi du coaching sur d'autres lanes, mais principalement quand même la top lane. Et sur le mental aussi. Parce que très souvent, je dois accompagner aussi sur le mental. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais souvent c'est ça le problème. Typiquement, j'ai fait un mauvais trade, je pense que je dois travailler les trades, Valem. Ah non, là t'as fait ce trade là, mais tu sais que c'est pas bien. Ah ouais, c'est vrai, je sais que c'est pas bien. Donc pourquoi t'as fait ça? Tu vois? Tu vois? Donc des fois il y a du mental, mais du coup c'est pour ça que c'est fun et que moi je suis passionné par ça. Et voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, typiquement par l'accompagnement que je peux proposer, vous avez du coup le lien en dessous pour ma vidéo, et vous avez aussi du coup tous les contacts pour Nathan, pour ses accompagnements aussi. Oui, si tu veux, moi je peux parler un peu de mes accompagnements. Aujourd'hui, j'accompagne comment dire, j'ai une expertise aujourd'hui sur la prise de décision. Je travaille beaucoup avec des gens qui doivent prendre des décisions soit très rapidement en milieu de performance, notamment dans le basket, le tennis, tu vois, tout ce qui va être sport de balle, qui demande vraiment des temps de réaction très très courts. Tu sais, tu nous l'as parlé, tu nous as dit que tu as des temps de réaction très très courts sur les mécaniques. Je me rappelle d'un des premiers exercices que je t'ai donné mécaniquement à faire. Tu sais, j'avais analysé ton jeu, je t'avais dit, ouais, je sais pas si tu remarques, mais sur ce move-là, quand tu fais avec ta souris, t'as du mal vers à le pousser bas ta à souris droite, à droite. tu m'avais dit un truc comme ça. Exactement. Et du coup, il y avait un truc, une difficulté, et du coup, ça pouvait jouer dans tes mécaniques. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de vraiment tout analyser, tout ce qu'un athlète, à la fois au niveau des yeux, à la fois au niveau des motivations, au niveau des émotions, tout ce qui peut l'empêcher, en fait, de prendre la décision la meilleure possible dans son environnement. Donc ça peut être du basket, donc sur un terrain de basket, mais ça peut être aussi un entrepreneur qui doit prendre une décision super importante parce que ça peut lui faire gagner beaucoup d'argent, mais ça peut lui en faire beaucoup perdre aussi. Donc il y a du stress, etc. Et aussi, du coup, on a collaboré un petit peu ensemble, et du coup, j'ai créé ma première vidéo de formation qui sera bientôt disponible. Je pense, du coup, je sais pas, faudra qu'on s'organise pour voir comment on la partage.
mais peut-être que vous la retrouverez directement sur, dans toi, sur tes réseaux à toi, ou sur moi, mon site internet directement, pour accéder à cette formation, justement, de préparation mentale, de prise de décision sur League of Legends. Donc voilà, mais d'ici là, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. On arrive à la fin de cette vidéo. On a beaucoup parlé, on a dit plein de choses. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Valem, j'espère aussi que tu as apprécié de nous partager aussi ce retour d'expérience et que tu te feras jamais plus bannir de compte sur League of Legends. Ah bah, ça va tout détruire là. Mais bon, c'est pas grave. On trouvera une raison, les gars. Et j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu as une petite citation pour clôturer cette vidéo? Une citation de moi-même. Ma propre personne. Ne cherche pas à être le joueur parfait, mais à parfaire le joueur que tu es déjà. Pas mal. Pas mal. Et bah, voilà. Les amis, on va un se centime à chaque fois qu'elle sera prononcée, les gars. Je l'ai dit après, évidemment. Passez sur le Twitch, mettez un petit sub. Et un sub par phrase. Un sub par... Oh là, ça va faire beaucoup de subs. Il y a les limites, c'est bon, je peux tanker. Ça marche. Bon, en attendant, on va terminer sur cette vidéo là-dessus. Les amis, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous a apporté un max de trucs, que vous allez pouvoir réfléchir, que vous allez pouvoir progresser sur le jeu, que d'ici 1 ou 2 ans, vous serez tous masters, et que vous comparerez à vous-même. Et on va clôturer cette vidéo là-dessus. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao.